Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step, un nouveau Step Story. Je suis aujourd'hui avec Nicolas Jacques, cofondateur de Naker.io. Bonjour, je suis ravi d'être là, merci. Et bah écoute, je te remercie en tout cas de m'accueillir ici à Station F. On va avoir l'occasion de dire pourquoi on est à Station F tout à l'heure. Donc en 3 mots, sans spoiler, Naker c'est pour créer, publier et intégrer facilement sans code du contenu 3D et interactif sur n'importe quel site web. Exactement. Tu vas me le dire tout à l'heure, mais voilà, c'est un peu réinventer l'expérience utilisateur sur le web, make the web fun again, comme tu le dis. Et bah écoute, dans ce Step Story, comme d'habitude, on va revenir sur ton parcours avant Naker. Yes. Et bien sûr, Naker, le besoin, le service que vous remplissez, comment vous avez mis en place l'idée et le développement actuel. Et bah écoute, avant de parler de tout ça, moi je te laisse te présenter ce que tu as fait avant et ce que tu fais aujourd'hui et d'où tu viens par rapport à l'entrepreneuriat. Vas-y. Cool. Moi du coup j'ai un parcours de vie qui est assez original. Je suis né en banlieue parisienne dans le 92. Jusque-là, rien d'original. Et ensuite, à 6 ans, mes parents m'ont dit on va déménager à Tahiti. Donc j'ai déménagé à Tahiti, j'y ai vécu 3 ans, de 6 à 9 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans à Djibouti, en Afrique, quasiment 10 ans à La Réunion, où j'ai fait vraiment toutes mes années collège, lycée, prépa. Une prépa HEC, un petit peu comme tout le monde, parce que je savais pas trop quoi faire. Mes parents sont profs, ils sont pas vraiment du monde du commerce ou du business. Et du coup, j'ai un peu fini par hasard dans l'école de commerce de Grenoble, où j'ai fait un parcours classique, très associatif avec les associations étudiantes. Ensuite, une césure où j'ai bossé dans un grand groupe, HP, où ça s'est bien passé, mais j'ai pas senti une passion plus que ça. Et je me suis tourné plus vers une PME, une start-up qui s'appelle toujours Brand Celebrities, qui à l'époque était 15-20 personnes. Aujourd'hui, il y a plus de 100 personnes. Et c'est là où je me suis dit, ok, le milieu des PME, j'adore, let's go. Donc j'ai fait un master spécialisé entrepreneuriat dans mon école. Et ensuite, je voulais pas travailler dans un grand groupe et je voulais pas faire de commercial. Du coup, en sortant de là, j'ai fait commercial dans un grand groupe parce que j'ai bossé chez Salesforce pendant 2 ans et demi à Dublin, donc en sales dans l'IT, où je me suis fait un peu mes armes, etc. Et depuis un peu plus d'un an, j'ai cofondé Naker du coup avec un ami d'école et c'est super cool. Ok, et donc du coup, on a bien compris d'où tu viens. Est-ce que Naker, à toi, c'est ton premier projet ? Alors, c'est mon premier projet réalisé. En fait, dans ma démarche un petit peu d'entrepreneuriat, au départ, je suis tombé amoureux de l'écosystème TPE-PME. Ensuite, de l'entrepreneuriat, mais pas forcément d'être cofondateur. C'est vraiment participer à la création d'un projet, même en tant que first employee ou même en tant qu'intrapreneur. C'est des choses qui m'intéressaient beaucoup. C'est ça en fait, quand je dis premier projet, c'est pas la première idée que tu as eu envie de développer, c'est vraiment la première idée dans laquelle tu mets autant d'énergie, de temps et d'argent. C'est ça. J'avais eu un premier projet, donc au cours de mon master spécialisé entrepreneur, on devait avoir des projets fil rouge. Donc j'en avais eu 2, j'en avais eu un premier qui était une première idée très personnelle où je voulais faire un Netflix du sport. Parce que moi je suis un passionné de foot et de sport en général, mais je regarde tous les matchs de l'OM. Et ça m'arrive aussi de vouloir regarder des matchs un petit peu en replay. Et il n'y a pas de solution aujourd'hui pour regarder un match en replay. Donc je voulais un petit peu créer ça. Finalement, je me suis rendu compte qu'en termes de droit, c'était compliqué et qu'il n'y avait pas une demande non plus incroyable. Et du coup, je me suis associé, on va dire, de manière simple avec 2-3 autres personnes de mon master. Et on a réfléchi pendant 6 mois à la création de Starter, qui était le premier incubateur sans mur de France, qui avait pour vocation un petit peu l'espèce de solidarité qu'on retrouve dans French Startup ou dans des groupes Facebook comme ça, essayer de l'institutionnaliser et de créer vraiment un lieu qui serait un mélange de boîte à outils, lieu d'échange, forum, etc. autour de l'entrepreneuriat. Ok, donc en gros, si je résume vite fait, dans ton parcours scolaire, l'entrepreneuriat il est arrivé dans le master. Il est arrivé pendant la césure où en fait j'ai fait 6 mois chez HP en catégorie manager junior sur les consommables d'impression et je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui me faisait lever le matin. Et ce qui s'est passé exactement, c'est que j'ai commencé à passer des entretiens dans d'autres boîtes une fois que mon premier stage était terminé. Plutôt des grands groupes. Je me souviens que j'avais passé l'entretien de mes rêves chez Peugeot, Citroën pour être stratégie planeur monde sur la marque DS. Donc vraiment un truc qui me bottait de ouf. Et c'était la première fois que je prépare autant un entretien. Et j'y ai passé 2 jours où j'ai vraiment préparé l'entretien. Et j'y suis allé et ça n'a pas cliqué du tout, quoi. Ça n'a pas cliqué et c'est là que je me suis rendu compte que, ok, il y a quelque chose qu'il fallait que je change dans ma recherche.
et que j'ai commencé un petit peu à me... C'est là que tu es tombé amoureux du milieu des TPE, PME. Exactement. Ce que tu as raconté juste avant. Donc, C'est exactement c'est ce moment-là où je passe mon premier entretien du coup dans une start-up. Alors mon deuxième entretien, le premier c'était chez Merci Andy, je me souviens, qui est devenu maintenant une belle start-up. Et le deuxième c'était chez Brand Celebrities. On s'est mis pendant une demi-heure, une heure avec le CEO dans une salle et c'est là que je me suis dit ok, ça parle business, ça parle strat, ça parle... C'est ce que tu avais envie de faire, quoi. Exactement. Et bah écoute, c'est super. Maintenant, on va vraiment parler de Naker parce qu'on est là pour ça. Yeah. Et bah écoute, j'ai introduit en 5-6 mots-clés ce que c'est. Est-ce que toi, tu peux me parler vraiment du service, Ouais. du secteur et la mission que vous êtes donnée avec Naker? Exactement. Je vais commencer par la mission parce que c'est pour moi ce qui est le plus important dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'on est tous un peu en entrepreneuriat dans une recherche de sens. Alors c'est important de mettre du sens dans tout ce qu'on fait et ça permet aussi de cadrer un peu parce qu'en entrepreneuriat on part un peu partout. Au départ en fait pour raconter l'histoire c'est Valentin qui est mon associé qui a créé une première boîte en sortant d'école avec son maître de stage de l'époque de Big Data dans l'immobilier. Et à côté de ça, en side project, il a créé un jeu vidéo en ligne, un peu pour le kiff. Et il a commencé à y mettre de la 3D. Et c'est là qu'il a été introduit à la 3D dans le web. C'est à ce moment-là que moi j'interviens. Il vient me voir à Dublin parce que on est potes et qui venait souvent à Dublin. Et il commence à me parler de ce projet, de dire ok, la 3D sur le web c'est cool, mais c'est compliqué, il faut qu'on fasse quelque chose pour démocratiser la 3D sur le web. Et c'était ça l'idée de base, et ça l'est toujours d'ailleurs, la mission de base, c'est démocratiser la 3D sur le web. L'anecdote un peu marrante, c'est que la première fois qu'il me parle du projet, il avait même une version alpha où tu pouvais faire tourner un Spider-Man sur lui-même sur le web. La première fois qu'il m'a montré ça, je me suis dit Valentin, c'est nul. Je vois aucun intérêt. Enfin, je veux bien t'aider, t'accompagner, etc. Mais pour l'instant, je vois pas du tout la valeur ajoutée de ça. T'avais pas fité, quoi. J'avais pas fité. Ouais, je voyais pas le point de mettre de la 3D sur le web. Et je pense que c'est intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui, dans notre démarche de prospection ou de recherche d'utilisateurs, il y a souvent, je pense, aussi ce même questionnement de dire 3D sur le web, qu'est-ce que ça veut dire? J'arrive pas à me projeter. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. Et en fait, assez rapidement, j'arrêtais pas de dire que pour moi, l'entrepreneuriat, c'était avant tout une histoire d'équipe et pas d'idées. Et l'équipe, pour le coup, fitait très bien, parce que Valentin, je le connaissais depuis longtemps, c'est un ancien coloc, donc déjà, on vivait bien ensemble, on savait qu'on était complémentaires à la fois sur les soft skills et sur les hard skills. Et du coup, très vite, je me suis dit, ok, on se lance là-dedans et on va voir où ça nous mène. Et de l'autre côté, assez rapidement, je me suis dit, mais attends, je suis chez Salesforce, on parle de l'ère de l'expérience client, mais sur le web, tous les sites se ressemblent, il n'y a pas un site qui me marque dans la journée. Voilà, il y a un truc à faire là-dessus. Donc c'est ça qui a été à la jeunesse du projet. Ok, donc on va parler bien sûr de l'équipe de Naker, de la complémentarité entre vous, de qui fait quoi, qui a quelles compétences, comment vous travaillez votre organisation un peu après dans le podcast. Ouais. Donc là voilà, tu m'as présenté un peu la mission de Yes. Naker. Aujourd'hui, concrètement, comment vous déployez cette mission que vous avez donnée? C'est quoi? Alors on parlera des offres, Bien sûr. donc il y en a 3, on en parlera tout à l'heure. Naker Back, Naker Form et Naker Story. Exactement. Voilà. Exactement. Donc tu vas me détailler un peu tout ça, mais alors concrètement aujourd'hui en 2 phrases, aujourd'hui si je vais sur naker.io, qu'est-ce que j'y trouve et pourquoi? Alors, l'idée en 2 phrases, c'est de rajouter un layer d'interactivité sur n'importe quel site internet existant sans coder. C'est-à-dire que pour proposer de l'expérientiel aujourd'hui et se démarquer sur le web, c'est très difficile parce que tous les sites ont un peu le même design. On va essayer de se démarquer par l'interactivité et le design 3D en créant des expériences presque de gamification autour du site internet. Voilà concrètement en quelques mots. Ouais, parce que si on arrive sur la homepage de Naker, directement en haut à droite, il y a un espèce de gros prisme violet. Et dès qu'on arrive sur la page, c'est vrai que si on sait pas vraiment sur quelle page on arrive, on bouge un peu la souris, direct le prisme il se met à bouger. On fait Exactement, c'est pas mal. exactement. C'est fluide, c'est cool, ça rend bien et on imagine Exactement. direct toutes les possibilités qu'on peut avoir. On veut en fait, l'idée c'est de rendre Make the Web Cool Again, comme on a dit, mais Make the Web Cool Again pour les visiteurs surtout, dans le sens où on va jouer un peu avec les sites internet et qu'il se passe quelque chose, qu'on n'est pas, non pas spectateur, mais spectateur sur tous les sites internet sur lesquels on va. Et donc vous, justement, les valeurs, un peu les convictions que vous avez, c'est que la 3D, c'est le futur sur Internet. Ouais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, alors c'est le 3D, la 3D, c'est le futur. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de redynamiser les sites, surtout pour les entreprises et les particuliers, en fait, pour se démarquer, pour proposer une expérience utilisateur qui change de ce qu'on connaît. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Internet, les sites aujourd'hui, à part quelques couleurs un peu
un peu non standards viennent démarquer, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'expérience. Et donc c'est sur les sites, on va voir après avec les offres que c'est pas que sur les sites, où je vais aussi maintenant sur les formulaires, sur les backgrounds, bref, il y a plein de trucs. Donc voilà, on a compris la valeur, les convictions, les valeurs. Donc maintenant, moi la question que j'ai envie de te poser, c'est vous vous êtes lancé quand précisément, et dans quelles conditions? Quand je dis dans quelles conditions, c'est landing page, pas landing page, etc. Ok. Alors, on a un parcours intéressant, un parcours entrepreneurial intéressant parce que je pense qu'on a fait beaucoup de choses qui ne sont pas dans les livres d'entrepreneuriat, ou en tout cas même parfois qui disent le contraire. On s'est lancé quand? Alors, Valentin, il est venu me voir à Dublin en mars 2018, je pense. On a pris la décision assez rapidement de se lancer ensemble en avril-mai. Avec cette idée où j'arrivais à Paris le 1er septembre parce que de toute façon en juillet-août il n'allait pas se passer grand chose. On a travaillé du coup de manière un peu lui il était à full time dessus et moi j'étais encore chez Salesforce où je bossais un petit peu le soir et le week-end pendant quelques mois. Je prenais mes derniers salaires aussi chez Salesforce et on a déposé les statuts en août 2018. Donc SAS, faut savoir ce qui est assez marrant, c'est que moi j'étais en voyage au Kenya, j'ai dû un peu en panique trouver un hôtel pour pouvoir faire le fameux virement pour acter la création de boîte. Et Valentin lui était dans une camionnette en Croatie, donc c'est vraiment fait de manière un peu drôle. Okay. Et après en fait donc pendant 3 mois en fait où lui il était à full time et moi non, l'idée c'était d'avoir une version alpha qu'on pouvait tout de suite proposer parce qu'on voulait tout de suite se mettre face au marché et comprendre un petit peu comment les gens allaient prendre la température quoi. Voilà, prendre la température parce que clairement si tu veux on vient pas en répondant à un besoin direct et classique. Au départ si tu veux on se dit ok on veut démocratiser la 3D sur le web donc on vient avec une vision et cette vision il a fallu la tester en pitchant en parlant de la vision à des designers mais aussi en proposant une première version on va dire alpha. Là où tu as raison, c'est vrai, c'est que le besoin, il n'existe pas forcément parce qu'aujourd'hui, les sites, il y en a de plus en plus chaque jour et personne ne pense ah bah tiens, putain, merde, je peux pas sortir mon site, il me manque de la 3D. Exactement. Par contre, quand on leur montre comment ça marche, ah bah là, non mais il me faut de la 3D. C'est ça, c'est donc ça. Le besoin, vous le créez en fait. Voilà, on crée le besoin ou en tout cas, je pense pas qu'on crée le besoin. Par contre, on est trop petit, on est une start-up, on est 3 à Paris pour vraiment créer un besoin. Non mais quand mondial. je dis que vous créez le besoin, c'est pas le besoin mondial, c'est les personnes qui voient le service directement ont le besoin de ce service. C'est pas quand je dis créer le besoin, voilà, c'était ça, c'était pas en mode créer un besoin mondial directement à l'échelle d'internet. On compte justement sur les gros d'internet et on sait que ça va plutôt clairement dans cette tendance pour justement à la fois technologiquement avancer sur les standards qui permettent que la 3D soit de plus en plus performante, belle et facile. On parlera des technos qu'il y a derrière. Bien sûr. Et aussi et surtout pour que les gens réalisent petit à petit que c'est un peu le futur du web. En tout cas, le futur du web passe par l'interactivité et la 3D. Et un exemple tout simple, très concret, c'est que Shopify, qui est leader, voire archi-leader sur le e-commerce aujourd'hui dans le monde, ils vont lancer la 3D sur leur site. En tout cas, la compatibilité avec des modèles 3D sur leur site dans 2 semaines. Et à ce moment-là, il y a plein de startups françaises avec qui on était déjà en contact qui nous ont dit les gars, il y a de la 3D sur Shopify. Ok, maintenant il me faut de la 3D. Comment on fait? Shopify rend possible l'upload, la mise en place de 3D sur leur site. Exactement. Et cette mise en place, elle arrive par des startups comme vous. Alors non, eux, en gros, en fait, il faut imaginer qu'un modèle 3D, c'est comme une image, un peu plus complexe. Donc sur ta fiche produit, maintenant avec Shopify, tu peux mettre un modèle 3D pour que les gens visualisent le produit de manière un peu interactive plus de la même façon que... Voilà. Okay. Et nous, du coup, là, on peut venir en complément de ce genre de choses. C'est que... la fiche produit c'est bien, mais le site vitrine et les landing pages c'est aussi des endroits où on peut jouer sur l'interactivité pour augmenter les taux de conversion. Et ça, Shopify le propose pas encore. Mais clairement, il y a des partenariats à faire avec ce genre d'entreprise. Ok, donc vous êtes lancé en septembre 2018 avec un petit processus créatif. Ça a commencé à mijoter en mars. Voilà. C'est ça. Alors, vous êtes lancé, quand tu as dit prise de température, c'est quoi? Landing page? Alors pas de landing page, c'est vraiment directement... le réseau proche. Le réseau proche. Et puis, Product Hunt? Non, alors le premier truc qu'on a fait, si tu veux, il y a aussi un truc à savoir sur notre boîte dans le processus, c'est qu'on crée une boîte 3D, on n'a pas de 3Diste en interne, on crée une boîte tech, on n'a aucun ingénieur. Valentin a appris à coder tout seul, il est très fort, hein, mais c'est pas son diplôme à la base. Autodidacte quoi. Voilà, et on crée une boîte à viser, on va dire, marketing, et on n'a pas de marketeur dans la boîte. Donc on est arrivé alors avec effectivement un regard extérieur
très frais sur ce marché, mais il a fallu s'acculturer énormément aussi de ce milieu. Et un exemple assez drôle, c'est que sur ces fameux premiers utilisateurs que je suis allé chercher, concrètement sur LinkedIn, où j'ajoutais des gens et je leur disais machin, c'était des designers UX et je savais même pas ce que ça voulait dire. Et donc je leur parlais de 3D et tout, et ils me disaient ok, mais moi je suis designer UX, ça correspond pas vraiment, etc. Et je comprenais pas au départ. Donc dans cette démarche, c'est ça qui était intéressant, puisqu'on a pu quand même confronter notre vision, parce que la plupart nous ont dit si effectivement moi, designer UX, je peux utiliser votre outil pour ajouter de l'interactivité sans que ça me demande une courbe d'apprentissage énorme, vous aurez tout gagné. Donc la vision était validée. Et ensuite, on a commencé à itérer énormément sur la plateforme, puis les plateformes, pour justement arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Ok, moi j'aime bien donner des petits tools dans les podcasts aux gens qui écoutent, ça peut être toujours intéressant. Alors pour LinkedIn, je ne sais pas comment tu t'y es pris, peut-être à la mano pour cliquer, ou alors est-ce que tu as utilisé des tools comme par exemple scrap.io pour récupérer directement lors de recherche, ou DuckSoup par exemple qui permet d'enregistrer toutes les pages LinkedIn que vous visitez, et d'envoyer automatiquement. En fait, vous préprogrammez un message, vous pouvez mettre un petit script qui va automatiquement remplacer du coup le nom de la personne affiché sur la page dans le message, et vous pouvez après envoyer un taux de message incroyable. Alors moi, je dirais que LinkedIn déjà c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps, et je me suis toujours dit qu'avoir un réseau sur LinkedIn le plus large et le plus qualifié possible, et le plus pertinent possible était hyper important. Donc, et puis avec Salesforce, on faisait beaucoup de social selling, donc je suis arrivé en France, j'avais 6-7 000 relations sur LinkedIn, donc déjà c'est beaucoup plus facile de rajouter des gens à la volée. Et ensuite, petit à petit, moi j'ai utilisé des outils, pas ceux dont tu as parlé, même si je les connais, j'ai utilisé plutôt Phantom Buster, qui en plus est une startup de Station F, qui marche très bien. Effectivement, pour le coup, dans cette idée de un peu gros hacking, d'utiliser des API pour automatiser de manière intelligente en tout cas des actions, on va dire à faible valeur ajoutée mais qui sont utiles, c'est vrai que c'était un petit peu un game changer pour nous d'utiliser Phantom Buster. Phantom Buster, c'est un peu le Zapier des applications, mais avec les réseaux sociaux. En gros, ils automatisent toutes les interactions entre les réseaux sociaux. Je pense qu'ils seraient ravis parce que je pense que c'est exactement leur tagline, donc ils seraient ravis qu'on parle d'eux comme ça. Je savais pas du tout Phantom Buster. C'est des Zapier de petits bots pour faire des actions un peu à vocation quand même marketing digital sur des réseaux sociaux. Ok, carrément Phantom Buster, c'est aussi une solution pour ce genre d'automatisation, de process à effectuer sur des réseaux comme LinkedIn. Et on est un petit peu dans ce même délire de démocratiser quelque chose qui semble super tech à la base, créer des petits scripts pour scraper des sites. Là en fait t'as pas du tout besoin de coder, tu le paramètres, t'as une interface qui est cool, et ça se fait en 3 clics quoi. Ok, alors maintenant on a parlé de comment vous avez vérifié le besoin, etc. Moi j'ai un peu regardé ce qui se dit sur vous digitalement, vous avez quelques présences quand même, Siècle Digital, J'aime les startups, voilà quelques fiches de votre startup qu'on peut trouver sur internet. Donc moi j'ai trouvé qu'en fait vous avez au début, pour tâter le marché, bon c'est un petit peu avant, mais que vous avez travaillé sur une base de 300 utilisateurs en bêta. Alors pas pour tâter le marché parce que là il était tâté, mais pour construire... Explique-moi à quoi ont servi ces 300 early adopters. En fait, dès le départ de la création de Naker, on s'est dit que vu qu'on était des outsiders par rapport au marché qu'on allait attaquer, il fallait absolument qu'on co-construise l'outil avec des insiders. D'ailleurs, la première réflexion qu'on s'est faite, qui est je pense la première réflexion normale à avoir, c'était d'avoir un Chief Design Officer, quelqu'un ou un Chief Digital Officer, un insider qui soit associé à nous, sur lequel on pouvait se baser. Finalement, ça s'est pas fait, déjà parce qu'on n'a pas trouvé, mais aussi parce qu'on sait que ça marchait bien aussi avec Valentin, et que c'est forcément de prendre un risque dès le départ d'avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas qui vient dans un projet alors que nous on se connaît bien. Et on s'est dit, ok, on va utiliser cette base de 300 designers pour vraiment co-construire cet outil, itérer à la fois de manière volontaire, c'est-à-dire qu'on a un groupe Facebook avec nos power users qui un petit peu essayent de tirer l'outil vers quoi ils rêveraient dans un premier temps, mais aussi avec un peu d'analytique où on voit quelles sont les features qui sont utilisées et pas utilisées, quoi. Et après, si je peux me permettre, quand on est dans une démarche product, il ne faut pas construire le produit selon nos convictions, mais il faut construire le produit sur comment les gens ont envie qu'il soit et envie de l'utiliser. Parce que nous, on peut construire un truc qui va nous plaire, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, mais in fine, tout le monde s'en tape. Et super, mais on l'aurait voulu comme ça. Et c'est un équilibre qui est hyper difficile à trouver entre tes convictions en tant qu'entrepreneur, en tant que capitaine d'un bateau, et ce que te disent tes users, qui pourraient être ce que te disent tes
tes baromètres de navigation. Parce que effectivement, t'es quand même, en tant que cofondateur, on est quand même capitaine de ce bateau. Et cette vision, on l'a et on la partage avec nos users. Mais nos users, et d'ailleurs nous non plus, mais nos users n'ont pas la vérité et nous non plus. Et du coup, cet équilibre entre cette conviction de comment nous on voit l'outil, comment il est perçu par nos utilisateurs et quel est le besoin auquel on répond, c'est une espèce de positionnement en fait. C'est exactement ça, c'est un positionnement. C'est un positionnement qui est à la fois il faut qu'il soit clair et stable, et en même temps il faut être hyper agile par rapport à ça, et donc c'est une des choses les plus difficiles à trouver quand on fait du product comme nous. C'est vraiment cet équilibrage entre notre vision de départ, ce que disent nos users, et toutes les synergies qu'il y a autour. Ok, alors aujourd'hui, vous avez récemment annoncé, je crois que c'était 2 semaines, 3 semaines, que vous avez franchi la barre des 2000 users. Ouais, on est déjà à 2400 là. Voilà, alors justement, super que tu aies dit ça. Moi j'ai envie de te demander, alors ok, 2000, 2400, moi j'ai envie de te demander, il veut dire quoi ce chiffre? Dans ma question, il veut dire quoi ce chiffre? Ça veut dire 2400 aujourd'hui. Il y a 6 mois, vous étiez à combien? Il y a une semaine, vous étiez à combien? Est-ce que c'est exponentiel? Est-ce que vous avez fait 50% en un mois? Voilà. Qu'est-ce que veut dire ce chiffre? Alors, c'est quoi votre croissance en fait? Alors, en gros, on a pris... Donc, on a commencé avec ces 300 utilisateurs. Ensuite, on a été moins dans une démarche acquisition. Donc, au bout de 6 mois, on était peut-être à 400, 500 utilisateurs. Ensuite, on a fait une phase où on faisait du B2B. On essayait de vendre notre techno à L'Oréal, à VP, à Chanel, des boîtes comme ça. C'est une démarche qui a plutôt bien marché. On a fait des choses avec L'Oréal, ça a failli se faire avec VP. Mais c'est des démarches qui, notamment avec L'Oréal, nous a toujours poussé à devoir créer des choses de manière très spécifique pour L'Oréal, et aussi à se confronter à des objections technologiques qui nous dépassent un petit peu, qui sont plus sur la 3D sur le web, etc. Et enfin, nous, on avait cette intime conviction avec Valentin qu'il fallait qu'on crée une boîte communautaire, et que la force de notre outil, c'était pas forcément son business model, c'était pas forcément sa vision, mais c'était avant tout la communauté et l'utilisation que les gens feraient de l'outil. Du coup, on a fait un premier choix il y a 5-6 mois de se dire on arrête le B2B, même si ça n'a pas trop mal marché, on a signé quelques trucs, mais on a l'impression de un peu se transformer en agence, et c'est juste pas le type d'entreprise qu'on veut créer. Et du coup, par rapport à ça, effectivement, on a eu un peu plus d'acquisition. Faut savoir que du coup, en août, on était à 1300 utilisateurs. Fin août. Le deuxième choix qu'on a fait, c'était effectivement, si on veut se miser sur cette communauté, on doit trouver qu'est-ce qui parle à notre communauté. Donc on a écouté, ils nous ont dit ok, vous avez une brique technologique principale qui est hyper complète, hyper complexe, très stylée technologiquement, mais pour l'instant qui répond pas forcément à un besoin. Par contre, vous avez certaines fonctionnalités qui pour le coup sont hyper pratiques et pourraient être des outils à eux seuls. Et on a sorti du coup Nakerback, donc un outil pour faire des backgrounds interactifs pour les sites internet en fin septembre sur Producton notamment. Et depuis du coup donc 1300 utilisateurs fin août, 2000 fin septembre, et là on est fin octobre et on est déjà à 2500. Donc si on regarde notre courbe, elle est complètement exceptionnelle et exponentielle, parce que on a cette traction d'avoir pris la moitié de nos users sur Là, vous avez une traction incroyable pour l'instant. On a une traction incroyable, aussi dû au fait qu'il y a un lancement produit qui a bien marché, etc. Donc forcément, ça aide, et ça nous a poussé. Alors on a un advisory board qui est important pour nous et qui nous aide, et on a décidé avec eux, vu que c'est une stratégie qui marche, de shipper maintenant un produit tous les 2-3 mois, d'être vraiment dans Tu nous en parleras tout à l'heure, voilà. vraiment les 3 offres qui existent, et ensuite les plusieurs offres qui vont se développer, qui vont arriver quand on parlera vraiment des offres. Mais vas-y, je te laisse finir cette stratégie. En fait, c'était juste de dire que en fait, moi je m'occupe plus de la partie, on va dire, opérationnelle marketing, mais je suis pas un marketeur à la base. Donc si tu veux, tout ce qui est stratégie d'acquisition, gros hacking, etc., forcément, je me forme, je fais des choses qui sont pas trop mal, mais c'est pas mon métier de base. Et du coup, on s'est dit, en fait, faisons
Si ça marche, faisons ce qu'on sait faire, c'est-à-dire shipper des produits. Et en fait, c'est ça notre stratégie d'acquisition. C'est shipper plein de produits, toujours dans une démarche d'exécution, on met sur Product Hunt, ça marche bien, machin. Et c'est comme ça qu'on crée une communauté autour de l'interactivité. Vous créez une espèce de collection de services sur le principe de la 3D sur le web. C'est et ça. tu vas nous en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui existe déjà et si tu peux nous en parler, qu'est-ce qui existera avec Naker. Ouais. Voilà, on va parler de ça juste après parce que maintenant on va commencer à parler du coup sur votre équipe, l'équipe de Naker, de qui elle se compose, de quoi elle se compose en termes de compétences, voilà, le rôle de tout le monde, des associés, la répartition des tâches. Voilà. Je te laisse m'expliquer ça. Donc au départ, Naker, c'est une aventure à deux. C'est une aventure, c'est une histoire d'une amitié avant tout, parce que en gros, parcours classique, école de commerce. Dès le deuxième ou troisième jour d'école, on se retrouve à 3 glandus, un peu dans la même classe ou dans la même asso, et on s'est très vite liés d'amitié. On a passé toute l'école de commerce ensemble. Et du coup, avec Valentin, ça s'est fait assez naturellement, surtout que, comme je disais tout à l'heure, on est très complémentaires sur les hard skills. C'est un codeur autodidacte, il dev très bien. Moi, je suis plus à la base, on va dire, sales, stratégie commerciale, un petit peu marketing maintenant. Donc, ça marchait bien, on va dire, pour la boîte qu'on voulait créer. Et c'est aussi surtout sur les soft skills qu'on est très complémentaires. Si je devais faire un cliché, lui c'est la glace, moi c'est le feu. Moi je suis toujours un peu pump it up et tout. Lui il calme bien les choses. Et c'est des choses qu'on avait expérimentées en coloc. En vivant en coloc, je pense que c'est quelque chose qui nous a permis de se rendre compte, ok, on vit bien ensemble. Quand il y a quelque chose à dire, il faut le dire, parce qu'en un an de vie en coloc, il y a des choses qu'il faut dire. En entrepreneuriat, quand effectivement on crée une boîte à deux, la phrase un peu classique, c'est pire. C'est plus engageant qu'un mariage, quoi. C'est vraiment. C'est comme ça que ça s'est fait. Ensuite, en termes de répartition, il s'occupe toute la partie technique et moi plus de la partie, on va dire, marché au sens large du terme. Très vite, en fait, dès le premier mois de la vie de Naker, on voulait recruter une designer. Enfin, on a un designer ou une designer, et c'est du coup une designer qui nous a rejoint en alternance, des Gobelins, qui nous a aidé. C'était un peu un couteau suisse qui avait quelques compétences en 3D, qui était designer interactif. Donc, elle nous a aidé un petit peu sur aussi la vision, on va dire, du produit. Et aussi un peu sur la charte graphique globale, parce que pareil, on n'est pas des graphistes, chacun son métier. Donc on a été à 3 pendant très longtemps. Ensuite, on a recruté un stagiaire dev, un stagiaire plus sur la communauté, etc. Et puis cet été, on s'est dit, ok, maintenant on veut se reconcentrer un petit peu sur le cœur, moins prendre des stagiaires. On a identifié 4-5 profils qui nous manqueraient à moyen terme. Donc ces profils, c'est une personne qui s'occupe de la communauté, parce que si on devient effectivement un outil communautaire, il faut que quelqu'un s'occupe de tout ce qui se passe après l'acquisition. Un lead dev, parce que Valentin, pour l'instant, il a la double casquette CEO et CTO. Et du coup, le CTO est tellement important que pour l'instant, le CEO est moins présent. Donc il faut absolument qu'on ait un lead dev qui nous rejoigne, qui sera le futur CTO. De toute façon, c'est des futurs C-level. Une personne qui s'occupe de l'acquisition, le futur CMO, traffic manager, gros hacker, etc. Et une dernière personne qui est vraiment 3Diste, qui sera le Chief Design Officer. Et aujourd'hui, du coup, on est 3. On a trouvé ce profil, on va dire, communauté, avec Jennifer, qui est une Belge qui a créé Ludus.one, qui est une startup incubée notamment chez The Family, qui a très bien marché, qui a 150 000 users, qui a un PPT-like, mais dans le web, et qui nous a rejoint il y a un mois et demi, qu'on connaissait avant. C'est celle qui signe les emails quand on s'inscrit. Exactement. C'est celle qui signe les emails quand on s'inscrit. C'est elle qui s'occupe de toute la partie onboarding, rétention, customer success, etc. Et en plus, 30%, les mails sont 30% plus ouverts quand c'est un nom de fille qui l'envoie. Et même en termes de suivi, même dans la clientèle, alors c'est pas un cliché, mais évidemment que les gens sont plus courtois et plus conciliants et plus à même à être
poli, courtois quand c'est signé par une fille. C'est clair que dans mon parcours auparavant, quand j'ai bossé pour ou avec des startups, je voyais énormément de faux profils. Tu sais, on invente une collaboratrice qui est en fait le visage de l'entreprise sur les réseaux sociaux, etc. Bah, nous, c'est un peu pareil, sauf que cette personne existe vraiment et que c'est Jennifer. Et bah écoute, donc du coup, ce que tu m'as dit, c'est que très vite, il y a eu cette valeur d'intégrer des gens à l'entreprise Oui. pour créer une équipe et surtout avoir plus de compétences directement en interne chez Naker. Il y a eu en fait cette volonté très rapidement. Ouais, non, mais de toute façon, moi, mon associé et moi, on a l'intime conviction que la force d'une startup, c'est l'équipe. C'est pas une conviction, c'est une réalité. Oui, voilà, parce c'est une fine, réalité. c'est l'équipe qui va pousser le projet Exactement. là où elle doit arriver. Donc c'est l'équipe et la communauté. Alors effectivement, si on était parti sur un projet full open source, ça aurait été vraiment la communauté. Aujourd'hui, nous, on n'est pas full open source, même si pour l'instant c'est 100% gratuit et que nos API sont open source pour le coup. Mais ouais. C'est 100% gratuit, mais tu me parleras du business model tout à l'heure. Parce qu'il y a quand même un business model actuel en tout cas. Est-ce que peut-être que vous êtes en réflexion pour un business model un peu plus stable, un peu plus rentable pour vous dans le futur. Mais il y a quand même un business model actuel. Actuel, non. Alors, tu m'en parleras tout à l'heure. Je t'en parlerai tout à l'heure, mais effectivement, on a retiré même notre page pricing de notre site internet. On est vraiment sur une approche ultra communautaire. Voilà. Ok, donc alors j'ai introduit ça au tout début de l'épisode. Bon, je pense que vous le voyez tous. Ici, on a Station F. Pourquoi vous êtes à Station F? Alors, c'est une question un peu niaise parce qu'on se doute un peu de pourquoi vous y êtes. Parce que voilà, vous cherchez un accélérateur. C'est toi-même qui l'as dit sur internet pour vous permettre de vous développer. Alors, vas-y, pourquoi vous êtes à Station F? Qu'est-ce que vous attendez de Station F? Même si voilà. Alors, en gros, en fait, à la toute base, on a bossé un mois dans le salon de chez Valentin. Il se trouve que comme on a recruté du coup cette designer Lucille qui nous a rejoint, il nous fallait absolument des locaux parce qu'on pouvait pas l'accueillir dans le salon de Valentin. Légalement c'était pas possible et puis même pas ouf. Et du coup lui il habitait rue du Chemin Vert parce que son ancien incubateur dans son ancienne boîte c'était Pépinière 27 donc qui étaient nos voisins et on a rejoint Pépinière 27 pendant 6 mois. Pourquoi on a changé? En fait, Valentin, lui, ça faisait du coup quasiment 4 ans qu'il était dans le même incubateur. Et du coup, un peu par opportunisme, en fait, on était assez avancé dans le process avec The Family. On aime bien essayer de sauter les étapes et d'aller le plus vite possible. Donc, on voulait éventuellement aller dans un accélérateur directement comme The Family. Au final, ça s'est pas fait un peu sur les dernières étapes. On était encore très immature avec le recul. Effectivement, il y avait encore beaucoup de choses à valider. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu différent et dans 6 mois, ce serait encore plus évident. Et du coup, on a postulé à Station F. Bon, déjà parce que c'est le buzz autour de Station F, que l'endroit est beau. L'endroit, c'est assez agréable d'y vivre, d'y travailler et d'y venir. De faire des réunions. Voilà. Des podcasts. donc non, l'endroit était cool. Et on avait un petit peu discuté avec des gens qui y étaient et qui nous avaient dit alors oui, on peut avoir un peu peur de ce côté un peu bullshit de la Startup Nation, de Station F, machin. Mais au final, il y a énormément de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'émulation et de ressources à aller chercher. Par contre, effectivement, elle te tombe pas dessus. C'est pas un accélérateur, c'est un incubateur, un espace de coworking, un écosystème. Et du coup, effectivement, tu vas chercher les ressources dont tu as besoin, mais elles sont là et elles sont présentes. C'est un écosystème qui te permet d'accéder à tout ce dont tu as potentiellement besoin. Tout s'y trouve. Après, c'est à toi d'aller... C'est ça. Et c'est ça qui est intéressant sur cette idée de promouvoir l'entrepreneuriat sous toutes ses formes et pour tout le monde. C'est qu'effectivement, je pense que 80... Je dis n'importe quoi sur le chiffre, mais il y a une bonne partie de l'entrepreneuriat aujourd'hui en France qui est parisien, blanc, de bonne famille. Parce qu'effectivement, quand on sort d'école, c'est plus facile de se dire on va lancer une boîte quand derrière on finit pas dans la rue si jamais la boîte ferme. Et forcément, du coup, un outsider qui a moins de réseau, qui ne sait pas forcément ce que c'est un venture capital et comment ça marche, que c'est un business plan, un lieu qui est un écosystème justement comme Station F, un lieu qui est un écosystème comme Station F, du coup, ça permet justement de baigner en plein cœur dans l'entrepreneuriat et de s'acculturer un peu à ça. Et en plus, bon là je fais un petit laïus sur Station F, mais qui pourrait t'intéresser dans cette démarche
l'entrepreneuriat pour tous. Dans Station F, du coup, il y a effectivement une trentaine de programmes différents. Tu en as 2 qui sont 2 Station F. Tu as le Founders Programme, qui est le programme classique dans lequel je suis, et tu as le Fighters Programme, qui est géré par Mathilde et qui est du coup en fait un programme gratuit pour des gens qui ne sont pas forcément issus d'un background qui leur rend l'entrepreneuriat accessible. Alors ça peut être des réfugiés, des gens comme ça peut être aussi des gens de banlieue, ça peut être des gens dont le parcours de vie, qui viennent pas forcément de banlieue, etc., mais dont le parcours de vie les a défavorisés. Qui ont moins de facilité, voilà, qui sont un peu défavorisés par rapport à ce qu'on peut trouver directement. C'est ça. Et c'est ça, je pense, une des plus grandes forces que j'ai trouvées à Station F, si on parle vraiment personnellement, c'est qu'il y a 1000 startups, il y a 5000 personnes sous le même toit. C'est la diversité au sein de C'est la diversité, parce qu'effectivement, quand tu es dans l'écosystème startup, tu peux être vite dans cette espèce d'écosystème très blanc, comment dire, toujours un peu boîte digitale, machin et tout, la Silicon Valley de Paris, quoi. Alors qu'au final, effectivement, l'entrepreneuriat, il est beaucoup plus riche il est jamais aussi riche que quand il est diversifié. Et je pense qu'ici, c'est le cas. C'est vrai, et on le voit de toute façon. Écoute, maintenant c'est l'heure pour toi de me parler des offres, des 3 services que vous proposez actuellement, actuellement avec Naker, Story, Back, Form. Alors, très rapidement, Story, alors vas-y, tu commences par celui que tu veux, essaye de les introduire en 2 minutes chacun. Ok, alors Story, c'est le premier qu'on a sorti, c'est vraiment notre brique technologique principale. Story, ça permet tout simplement de créer des vidéos interactives, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la 3D pour créer une expérience où plutôt que tu vas subir ton contenu comme dans une vidéo, c'est à toi de scroller pour avancer, de cliquer. Donc c'est vraiment un mélange entre une vidéo et un jeu vidéo. On appelle ça une vidéo interactive, ou nous on appelle ça une InTale, Interactive Digital Tale. Et ça permet à la fois de créer cette expérience, de la publier sur son site, et ça sans coder. Donc ce sera un mélange entre PowerPoint et After Effects, mais dans le web. Ok, Nakerback. Nakerback, outil beaucoup plus simple pour créer des fonds interactifs sur un site. Tu choisis tes couleurs, tu choisis ton dégradé, tu choisis tes particules qui bougent quand tu bouges la souris, tu l'intègres en un clic sur ton site, et c'est tout, et c'est cool. Et je pense que si je dis pas n'importe quoi, Back c'est le plus populaire. Parce que c'est le plus simple à mettre en place, je pense. Exactement. En fait, notre démarche elle est un peu à l'envers, parce qu'en gros, on va dire que Naker Story c'est notre produit principal, notre brique technologique finale, et Nakerback c'est notre MVP. Sauf que nous, on a sorti notre MVP au bout d'un an en se basant sur notre brique technologique principale. Alors l'avantage de faire ça, alors je pense que vaut mieux sortir son MVP avant, je suis pas en train de... Bon, chaque parcours entrepreneurial est différent, mais l'avantage qu'on a eu à faire ça, c'est que Nakerback ça nous a pris 2 semaines en fait à développer, parce qu'on a Vous avez déjà une base archi solide avant. C'est ça. Voilà. Et du coup, Naker Form, le troisième, en gros, c'est tout bête. Nous, on utilise, avec notre API, tu peux utiliser une scène interactive pour qu'il se passe des choses quand tu remplis un formulaire. Et on l'a utilisé pour nous, pour notre page de sign-up. Et on a eu plusieurs fois des utilisateurs qui nous ont dit « Mais votre page de sign-up est trop cool, j'aimerais trop la proposer à mes clients, comment vous faites ?» Et c'est comme ça qu'est né. Et alors ça, je suis hyper content, parce que c'est un besoin, c'est un outil qui a été co-créé du coup vraiment avec notre communauté, et qui permet justement de gamifier un peu l'expérience de conversion de remplissage d'un formulaire. Parce que remplir un formulaire, que ce soit de sign-up ou pour répondre à un questionnaire, le but c'est vraiment le taux de conversion qui est hyper important. Mais pour autant, à part un peu Typeform où il y a un côté un peu conversationnel, il se passe pas grand-chose qui te pousse à aller au bout. Donc là, le but c'est vraiment qu'il se passe quelque chose pour que tu ailles au bout et que tu remplisses éventuellement les champs non obligatoires. C'est sûr, donc tu l'as dit au début, donc c'est en fait rendre le web cool de nouveau. Donc ça passe par des formulaires, ça passe par des backgrounds, ça passe par des vidéos. Et comme tu me l'as dit tout à l'heure, est-ce que vraiment, de façon très courte, est-ce que tu peux me présenter les différentes petites nouveautés qui vont arriver? Alors je sais pas si ça va être des nouveautés aussi grosses que Story, Back ou Form, mais voilà, les nouvelles features. Ouais, bien sûr, comme on est dans cette idée où on veut shipper un produit tous les 2-3 mois, forcément on a plein d'idées en tête. L'idée c'est qu'effectivement un site internet il est fait de plein de briques différentes, et qu'on s'attaque à toutes les briques où c'est pertinent de mettre dans l'interactivité, et à la fin
un jour, on aura la Naker Platform sur laquelle tu pourras tout gérer. Mais dans le futur, alors à très court terme, il y a Naker Pearl qu'on a appelé, c'est un peu son nom de code, on ne sait pas si c'est le nom en final, qui permet juste d'afficher un modèle 3D de manière hyper simple sur un site. On va avoir Naker 404 qui permet de faire des pages 404 hyper cool. Et pour l'année prochaine, un grand projet, il y aura 2 gros projets, on va dire, d'un point de vue outils. Le premier, c'est la version 2 de Naker Story qui va mettre beaucoup plus l'accent sur la thématique du choix pour proposer des expériences qui sont beaucoup plus proches de Bandersnatch que vraiment de passer d'un point A à un point B. Et le deuxième outil qui lui aussi vient énormément, c'est une demande marché, c'est Naker Config pour faire des configurateurs 3D pour le e-commerce. Parce qu'effectivement, toutes ces choses, ce sont des choses que beaucoup d'agents sont capables de faire sur mesure, mais du coup, ça implique des coûts et des time to market qui sont hyper importants. Donc nous, on vient faire ça juste en glisser-déposer en quelques clics. Il y a plein de petites features qui vont être très intéressantes et du coup je viens d'y penser très vite fait. Est-ce que durant les temps de chargement, un petit truc 3D interactif par exemple, Naker Loader par exemple pour avoir effectivement un loader. Naker Load. Mais c'est vraiment, en fait, on est vraiment dans cette optique sur de tous dire les petits coins d'un site. Exactement. On va prendre chaque moment d'un site web, dans la vie d'un site web, dans la vie de l'utilisateur. C'est ça. Tous les parcours qu'il peut avoir, si c'est pertinent de rajouter de l'interactivité et du 3D, on va le faire. Effectivement, et du coup, c'est vraiment la 3D qui est un outil et pas une fin en soi pour ajouter de l'immersion et de l'interactivité. Et je pense qu'effectivement, on est arrivé. Donc, il y a cette espèce de vague de la 3D sur le web qui est quand même clairement en train d'arriver. Alors, réalité virtuelle, réalité augmentée, c'est un peu des buzzwords, même si la réalité augmentée est vraiment en train d'exploser, je pense, en ce moment. Mais nous, je pense qu'on a commencé à vouloir arriver avec nos gros sabots en mode regardez, on peut faire des trucs très complexes, trop stylés, machin et tout. Et en fait, nous, maintenant, on essaie de rentrer un peu plus par des voies plus, on va dire, simples. Et on peut trouver, je pense, des dizaines et des dizaines de cas d'usage sur des sites, des carousels, des loaders, où on peut rajouter un petit peu d'interactivité. Et du coup, alors, comment ça se passe ? Moi, j'arrive sur le site, Ouais. je fais l'expérience de quelqu'un qui découvre le site. Ouais. J'arrive sur le site, le concept me plaît, j'ai envie de rajouter ça sur mon site, quelle que soit l'offre que je choisis, Story, Backform. Donc, je peux faire mon modèle gratuitement. Alors, arrive le moment de la fin, j'ai envie de l'exporter. Donc, je me retrouve avec mon petit script, ma petite partie de code. Comment ça se passe ? Le business model, il est où là ? C'est gratuit à l'entrée. Est-ce que c'est du freemium ? Est-ce que c'est gratuit à l'entrée et après est-ce que dans la mise en place, ça devient payant pour un laps de temps ? Vas-y, je t'explique. Alors, juste petite précision, Naker n'est pas un outil de modélisation. C'est-à-dire que tu peux pas, si tu vends des chaussures, tu vas pas pouvoir modéliser ta chaussure en 3D avec Naker. L'idée, c'est plutôt, tu as déjà ton modèle 3D, ou alors nous, on a des partenaires qui peuvent te faire ton modèle de chaussure. Et une fois que tu as ton modèle 3D, tu le mets en contexte, un petit peu comme After Effects ou PowerPoint. Tu le mets en scène. Voilà, tu le mets en scène. C'est un très bon mot. Ensuite, effectivement, donc la plupart des outils, donc tu vas juste t'inscrire, tu pourras exporter gratuitement ton petit script que tu as quelques copier-coller où tu veux en fait sur ton site, un peu à la manière d'une vidéo YouTube avec un iframe. En fait, pour l'instant, comme je te disais, on n'a pas de business model, c'est voulu, hein, on est vraiment dans une logique communautaire acquisition. On a quand même, alors on a retiré notre page de pricing. Ce qui est hyper intéressant, c'est que depuis, il y a plein de gens qui nous parlent sur le chat et qui nous demandent bon, bah les gars, comment ça se passe en termes de pricing. Pour nous, c'est déjà une petite victoire. Bon, c'est pas non plus, on s'y attendait, mais ça montre que les gens mettent de la valeur aussi sur ce qu'on fait et qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait derrière un pricing. C'est-à-dire que là où tu as une fierté, c'est que vous mettez pas de valeur donnée sur le site et que les gens vous demandent bon, les gars, moi j'utilise votre service ou je vais l'utiliser. C'est combien ? Moi, je suis prêt, voilà. C'est ça. On a même une personne, alors pour l'instant qu'une, mais une personne qui nous a dit, mais les gars, si je l'utilise, je vais vous faire des dons, c'est normal, machin et tout. Donc on commence à avoir des users qui se sentent prêts à payer. Le premier business model sur lequel on voulait se baser, c'était un business model de l'API. C'est-à-dire qu'une fois que tu mets, mais qui est valable que pour Naker Story. C'est pour ça qu'on est un peu en train d'abandonner cette idée. Mais une fois que tu as créé ta scène, tu la mets sur ton site. Un peu comme la publicité, tu as un coût par 1000. Parce qu'elle reste sur nos serveurs. En fait,
moi, je trouve ça assez cool, mais on travaille beaucoup avec des intermédiaires, en fait, des agences qui nous utilisent, et eux, dans leur manière de facturer, ça rentre pas vraiment dedans. Donc c'est eux qui nous ont fait un petit peu le retour de ok, mais la manière de facturation est pas bonne, on préfère du SaaS classique, quitte à avoir des fees à l'entrée, aucun souci. Donc je pense qu'effectivement à moyen terme il y aura des account plans d'agences en mode SaaS. Je pense que ça reste important que on reste très freemium dans le sens où une startup qui veut mettre ça sur son site pour faire du cool n'est pas forcément à payer. De toute façon, c'est pas notre cœur de cible. Donc voilà. Et puis pour finir sur la partie business model, on réfléchit de plus en plus. Alors c'est pas encore arrêté, il faut qu'on en discute. Il faut aussi qu'on voit ce qui s'est déjà fait dans le monde autour de ça. Mais si on veut effectivement miser sur la communauté, on pense à demander un petit peu à notre communauté comment ils voudraient qu'on monétise notre outil. L'idée qu'on a derrière, c'est sélectionner nos power users. Une fois qu'on a nos power users, c'est leur dire ok, pour utiliser de manière full la plateforme et aussi avoir d'autres avantages, ça peut être effectivement du premium success, ça peut être un accès anticipé sur les prochains outils, etc. Mais pour avoir accès à ça, il faut faire partie du club premium et vous pouvez choisir combien vous donnez pour le club premium. Mais ce ne sera pas une chose où chacun pourra donner ce qu'il veut. Ce sera plus la majorité. On va mettre plusieurs choix, 2 euros, 5 euros, machin. Et la majorité aura choisi pour le reste. Et à chaque nouvelle release produit, parce que évidemment, il y aura sûrement quelque chose d'opportunisme où ils vont choisir plutôt la partie la plus basse et ce serait logique. Mais à chaque nouvelle release produit, on considère qu'on va rajouter de la valeur à la plateforme et du coup on va reposer la question en éliminant du coup les valeurs les plus basses. Ok, donc aujourd'hui, alors pour résumer, vous êtes vraiment dans la construction du produit et de la communauté. C'est ça. Mais en simultané, vous êtes sur la recherche d'un business model qui leur conviendrait une fois que vraiment vous aurez vos produits établis avec vos power users qui auront l'habitude d'utiliser les produits et qui seront, on va dire, pas compatibles, mais qui seront, on va dire, qui ne seront pas contraints par le business model que vous allez mettre en place. Exactement. Je pense que, comme je disais dès le début, la valeur d'un outil, c'est son usage et sa communauté. Nous, tant qu'on va pouvoir avancer, que ça soit d'un point de vue capitalistique ou d'un point de vue stratégique, on va pouvoir avancer sans avoir cette pression de absolument monétiser, etc., on le fera. Parce que je pense qu'un des écueils en entrepreneuriat, c'est vouloir monétiser trop tôt. Un des écueils, c'est aussi de monétiser trop tard, clairement. Mais travailler sur la valeur et la co-construction de l'outil et cette communauté a pour moi beaucoup plus de valeur, justement, que absolument faire en sorte qu'on ait 1000 euros de MRR ou tout de suite. Et évidemment qu'à moyen long terme, de toute façon, on n'est pas Twitter, on n'est pas Zenly. À un moment, on n'est pas une boîte B2C ultra communautaire, donc il va falloir monétiser. Et justement, c'est sur le comment et pourquoi. C'est effectivement nos réflexions du moment, mais on a déjà bien avancé. C'est une grosse réflexion qui nécessite du temps, mais c'est pas non plus, comme tu l'as dit, complexe comme Twitter ou comme quoi. Le business model, il arrivera. Oui. Au final, on va finir par faire du freemium SaaS classique et ça va être très simple. Okay. On se base pas mal sur Webflow. Je sais pas si tu connais. Bah oui, bien sûr. Webflow, tout simplement. C'est en train d'exploser aussi d'ailleurs. Ouais, c'est en train d'exploser. Je trouve que leur vision est top. En plus, l'idée, elle est toute simple à la base. C'est dire HTML, CSS, c'est bien, mais il y a plein de gens qui, le fait que c'est codé, ça rebute. Du coup, on met une interface graphique et tous les boutons, c'est du HTML, CSS. C'est du full drag and drop. Full drag and drop. C'est un petit peu en fait ce qu'on veut faire avec la 3D et Babylon.js, c'est le moteur 3D sur lequel on se base. Et eux, dans leur pricing, il y a account plan, personal plan, etc. Donc on se base pas mal aussi sur des réussites comme ça. Okay. On en parlera un petit peu de Webflow, des différents concurrents après pour la 3D. Mais tu as fait une bonne transition tout à l'heure. Du coup, moi, j'ai envie de te demander, c'est quoi ta cible ? C'est quoi votre cœur de cible ? Vous vous adressez à qui avec Naker ? C'est une très bonne question parce que pour revenir à ce que je disais tout à l'heure qu'on était des outsiders, forcément quand tu es un outsider et que tu crées quelque chose dans un milieu que tu connais pas, tu vas tromper de cible. Je veux dire, voire tu vas pas avoir de cible précise. Et d'ailleurs, c'était, je pense, le premier retour qu'on nous a fait sur la première version alpha qu'on a sortie justement en septembre 2018. C'était votre outil, il peut permettre de faire plein de choses, mais finalement pas grand-chose. On veut vouloir tout faire et finalement on peut rien faire. Ce qui est normal, je pense, pour une version alpha.
Au tout départ, du coup, naturellement, on s'est dit que nos power users, c'était des 3Distes et ce seraient des gens qui ont des modèles 3D. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la ressource rare sur le web, c'est le modèle 3D. Le modèle 3D qui, en plus, doit être optimisé web. Et c'est pas forcément quelque chose que les modeleurs 3D ont tous en tête. Ils vont faire des modèles 3D soit pour de la vidéo, et à ce moment-là, on balance à fond du détail parce que de toute façon, c'est du rendu. Ou on le fait pour des jeux vidéo, etc. Mais il y a toujours cette balance à trouver entre photoréalisme, on va dire, et comment dire, et performance. Et du coup, nos 1000 premiers utilisateurs, c'est des 3Distes, clairement. Premier pays, la France, même si on fait tout en anglais, mais bon, on est en France, voilà. J'allais en parler sur la com, parce que et même votre communauté, vous la construisez un peu outre-mer. Ah bah clairement, donc premier pays France, mais c'est que 30% à peu près de nos users. Ensuite on a 20% c'est des Américains, de US. Troisième pays c'est Russie, quatrième pays c'est Inde. Non je dis n'importe quoi, le troisième pays c'est Japon. Alors ça à chaque fois je suis... Estomaqué. Enfin ouais, surtout que pour le coup on n'a jamais fait d'action vers le Japon. Mais c'est des pays, voilà, l'Inde, la Russie, le Japon, les États-Unis, la France, des pays qui sont... très tourné vers la 3D de toute façon, hein, c'est pas que lié à Necker. Et on a fait le choix du coup, donc au départ c'était effectivement les 3Distes comme on disait. Ça reste une cible importante pour nous parce qu'ils ont les modèles 3D et typiquement sur Necker Story, même si on n'a pas besoin d'être 3Diste pour maîtriser l'outil, on a besoin de modèles 3D. Et on vient se brancher à des Sketchfab, à des Google Poly, à des banques de données de modèles 3D gratuits. Mais du coup, en séquentant effectivement cet outil en outil beaucoup plus simple, ça nous permet, nous, de changer de cible, ou en tout cas de plutôt élargir la cible à des web designers. Et du coup, on passe d'un cœur de cible de 2 millions de personnes potentielles à 200 millions de personnes potentielles. Et donc aujourd'hui, Necker, c'est un outil pour tous ceux qui font des sites web. Donc ça peut être le start-upper qui fait son site internet sur Wix, ça peut être le freelance dont le métier est web dev, web designer, de faire des sites à foison, et ça peut être, on travaille avec il y a des grosses boîtes qui nous utilisent par le fait, souvent à travers un freelance, mais ça peut être n'importe qui à partir du moment où il y a une création de site internet. Donc comme tu l'as dit, tu passes d'une cible de designer, entre guillemets, une niche, parce que voilà, c'est un niveau de compétence un petit peu au-dessus de la le moyenne, 3Diste, etc. c'est un peu de la niche. Ouais. Voilà. Et à directement des marketeurs, des entrepreneurs, des artistes qui eux ont besoin de faire un site. C'est ça. Alors là, tu passes de niche à un monde entier en fait. C'est ça. N'importe qui a envie de mettre en place un site internet. C'est ça. Et c'est ça qui explique aussi que du coup notre action liée à Neckerback est importante parce qu'on répond un peu plus à un besoin. Je dis pas que les gens se lèvent le matin en se disant il faut absolument un fond interactif sur mon site, mais cette idée ça plaît. Mais ça plaît, c'est du cool to have, et en même temps on se rend compte que finalement en mettant un fond interactif sur ton site, les gens ils restent plus longtemps sur ton site, ils s'amusent plus, ils s'en souviennent plus. Donc il y a à la fois du domaine du tangible et de l'intangible où il y a quand même quelque chose derrière où ça marche. Ils s'en souviennent plus dû à l'expérience qu'ils en ont en fait. Exactement. Rien que le fait parce que si tu veux aujourd'hui notre expérience du web, pour monter un petit peu d'un niveau de lecture, notre expérience du web elle est très passive. Tu subis, alors j'aime pas le mot parce qu'il est très connoté, mais tu subis le contenu que tu vois, et toi à part ton adresse mail on te demande pas grand chose. Et du coup en fait là rien que le fait que ton action, alors ça peut être juste du cool, c'est-à-dire bouger la souris ou des choses un peu plus complexes à scroller, à rentrer des informations. Ton action a un impact sur le site, sur le design et du coup sur ce que tu as en face, sur le média que tu as en face. Du coup effectivement il se passe quelque chose, et c'est des choses que de manière globale on le voit sur le monde des médias, sur le monde transmédia, sur les médias interactifs. Et d'ailleurs je suis persuadé qu'on n'est pas du tout sur ce créneau pour l'instant, mais qu'un jour il y aura beaucoup de médias qui utiliseront la 3D pour faire des articles hyper expérientiels et qui capteront l'attention des utilisateurs, parce que c'est toujours l'enjeu aujourd'hui. Ouais, c'est pas faux, effectivement, c'est vrai que c'est une source de pistes. Il y a des choses à explorer, il y a des choses à faire, il y a des choses qui sont faites avec la 3D, parce que c'est sûr et certain, c'est un truc qui plaît, c'est un truc qui est compatible aujourd'hui, et ça fait partie de la techno actuelle. Il n'y a aucun frein de compatibilité, il n'y a aucun frein technologique. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire, et il n'y a plus qu'à montrer aux gens que c'est cool. En fait. C'est ça, il y a le marché, il faut qu'il s'évangélise, s'auto-évangélise et se fasse évangéliser un petit peu. Il y a les gros qui jouent là-dessus.
qui jouent sur ce créneau. Nous, on est un peu maqués avec... on est proche parce que le monde de la 3D sur le web, il est finalement assez restreint pour l'instant d'un point de vue technologique. Donc on est assez proche de boîtes comme Microsoft. Forcément, on utilise leur outil open source. Adobe aussi, on les connaît bien. On voit un petit peu ce qui se passe et on voit que c'est dans le bon sens. Maintenant, le marché aura raison ou aura notre raison, si tu veux. Ok, et bah alors justement, tu as fait encore une bonne transition. Aujourd'hui, qui propose de la 3D sur Internet? Ouais. Parce qu'il y a toujours des concurrents. Quels sont vos concurrents aujourd'hui? Alors ça peut être par concurrent, ça peut être direct, bien sûr, full 3D, comme indirect. Webflow, pour vous, c'est un concurrent? Alors, oui, un petit peu, même si au final, nous, il faut partir d'un site existant. Tu peux pas créer ton site à 100% sur Naker. Mais oui, c'est que l'expérience qu'ils créent à travers leur drag and drop vient peut-être remplacer ce que vous. Clairement. Et puis ils misent beaucoup sur le côté, les interactions, les animations, etc. Non, c'est sûr. Nous, alors effectivement, ta question a plein de sens parce que effectivement, on n'a pas beaucoup ou pas du tout de concurrents directs, de gens qui disent ah oui mais Naker ils font comme ça n'existe pas ou peu. Dans les grands acteurs de la 3D sur le web, on parlera des gros après, mais il y a clairement Sketchfab, il y a eu un avant et après Sketchfab. Sketchfab, c'est une boîte française basée à New York, qui est la plus grande bibliothèque librairie de modèles 3D au monde. Je crois qu'ils en ont, je sais plus si c'est 2 millions de users ou 2 millions de modèles 3D, mais c'est 2 millions. Voilà, c'est 2 millions. Et du coup, donc eux, il y a quand même eu un avant et après, dans le sens où maintenant, trouver un modèle 3D sur le web, c'est assez facile. C'est le Photolia, si tu veux, de la 3D. Ensuite, il va y avoir, nous clairement, de toute façon, on a fait une étude, si tu veux, à un moment de l'offre et de la demande sur qui mettait de la 3D sur leur site et comment. Et à 90%, c'est des agences aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des agences qui sont spécialisées là-dedans, dans le web 3D, dans l'interactivité. En France, je pourrais citer Wanadev à Lyon, Merci Michel à Paris, Immersive Garden, ou des agences plus internationales comme Media Monkeys à Amsterdam, eux, ils pètent tout. Hein. Ils ont dans leur logo, ils ont Google, ils ont des boîtes comme ça, alors qu'ils sont basés à Amsterdam. Il y a Resin aussi. Enfin voilà, il y a énormément d'agences qui sont spécialisées là-dedans et qui gagnent tous les prix au Cannes, etc., en marketing, expérientiel web, etc. Mais eux, si tu veux, ils font du sur-mesure, ou ils utilisent des moteurs de jeux vidéo à la Unity ou Unreal. Et du coup, forcément, le time to market est important et ça demande beaucoup de travail et beaucoup de... C'est pas une accessibilité aux clients direct, comme vous, où l'export du code il est instantané. C'est ça. On peut passer 10 minutes comme 3 heures à faire son modèle, son design ou ce qu'on veut comme back, etc. et l'exporter direct. Exactement. Alors qu'eux, ils ont besoin d'un travail beaucoup plus recherché, beaucoup plus sur le long terme pour fitter vraiment avec la demande en face. Et puis, alors nous, on est fournisseurs d'outils finalement. Eux, leur vraie valeur ajoutée, c'est la direction artistique. Et bien sûr, derrière la réalisation, l'exécution, etc. Et c'est pour ça, ils sont à la fois concurrents, oui et non, parce que j'espère qu'un jour, on arrivera à faire en sorte que des boîtes comme ça utilisent Naker, évidemment. Donc ce sont aujourd'hui pas vraiment des concurrents parce que nous on fournit juste un outil et on ne fait pas de prestat et des futurs partenaires, ça c'est clair. Ensuite, il va y avoir du coup quand même des choses qui ressemblent un petit peu à ce qu'on fait. Il y a VR Cult, qui était d'ailleurs à Station F avant, qui est basé à Lille, qui est peut-être plus sur la réalité virtuelle et qui fait pas mal de presta, il me semble. Tu vas avoir Scapic en Inde, qui est passé par le Y Combinator, qui là aussi, je pense qu'ils passent beaucoup de temps sur leur studio à faire de la presta. Nous, c'est pour ça que dès le départ, on a dit on fait pas de presta et on n'en fera jamais parce que on veut vraiment penser full produit. Et ensuite, dans les acteurs de la 3D dans le web, c'est les gros. C'est clairement Google, Microsoft, Apple, Facebook et Adobe. J'en oublie sûrement un ou deux. Mais tous ces gros... Et Mozilla aussi.
parfois que à travers la VR, parfois à travers plein d'autres choses. C'est ce qu'on appelle le spatial computing. Donc ce nom en fait c'est assez marrant parce que la plupart des mathématiques qui sont utilisées dans la 3D sont des mathématiques d'aérospatial en fait. Parce que finalement les premiers besoins qu'on a eu de avoir la position dans un plan en 3 dimensions, c'était pour de l'aérospatial. Donc on appelle ça le spatial computing, et sur le spatial computing, ouais clairement, donc tu as Microsoft qui a ils n'ont pas racheté, mais ils ont, on va dire... Ils ont acquis un peu toute la niche. Voilà, ils ont acquis donc Babylon.js, qui est un des plus gros moteurs open source de 3D. Si je reviens à la base, je ne veux pas rentrer trop dans la technique, mais le Web 3D, ça existe depuis les années 80. Forcément, à l'époque, il y avait à peine Internet, donc c'était des petits polygones, etc. Mais cette volonté de mettre de l'interactivité, il y a eu Flash aussi, dont on se souvient tous, qui était pas forcément de la 3D, mais il y avait de l'interactivité, etc. Et maintenant, le nouveau Flash, ça s'appelle WebGL, c'est l'API qui permet d'afficher de la 3D sur le web. Donc c'est Chronos Group, qui est une ONG, une fondation américaine dont le but est de sortir des standards autour de la 3D, qui a sorti WebGL, qui a sorti Vulkan, des choses comme ça, ou Vulkan, je sais pas comment ça se... et donc, à partir de cette API complexe, vraiment très dev, WebGL natif, c'est très... péchu niveau code. Il y a des moteurs ou des frameworks qui sont sortis. Les deux plus connus sont Babylon.js, du coup, cofondé par des Français, aspiré par Microsoft, enfin aspiré. Non, parce que ça reste un projet full open source, c'est juste que maintenant c'est une équipe de 20 personnes, basée à Redmond aux US. Et donc David Catueux, Delta Koch, qui est le fondateur que ça, qui est un de nos mentors aussi. Et l'autre c'est Three.js, qui est beaucoup utilisé, on va dire, dans le milieu du design, enfin beaucoup, par ceux qui font de la 3D, donc ça reste déjà des niches, qui a été fondé par un Espagnol, si je dis pas de bêtises, qui a été pareil un petit peu happé par Google, Meta hologram.cool, qui a été un petit peu happé par Facebook, enfin il y a plein de... Dragué par les grands groupes, quoi. Voilà, c'est ça. Puis de toute façon, dans des projets comme le nôtre, une des sorties possibles, c'est l'exit dans un grand groupe. Ouais. Ok, bah écoute, maintenant on va parler de l'acquisition, client, communauté. User. Alors, voilà, très rapidement, aujourd'hui, Naker, alors voilà, vous êtes présent sur tous les réseaux sociaux, mais vous vous adressez à vos clients et vos futurs clients, surtout via quel réseau? Vous avez fait le choix d'être positionné sur lesquels? Déjà, on n'a jamais mis un seul euro en marketing digital. En ads, zéro? Zéro. Ok. En fait, déjà parce que je sais pas le faire, donc j'ai pas voulu le faire, et puis qu'on n'en a pas eu besoin plus que ça. Nos réseaux, alors Facebook, c'est vrai que c'est là où on va avoir le plus gros volume de gens qui viennent, mais pas forcément via notre page Facebook, plutôt via des posts qu'on publie sur des groupes Facebook, un peu à l'ancienne, quoi, tout simplement, à trouver des groupes de 3Distes, de web designers, etc. Et le faire un peu de manière, c'est un peu de la pub, mais comme on est un truc cool et que c'est gratuit, au final c'est plutôt accepté en général. Donc Facebook, ça a plutôt bien marché, mais c'est plus de la quanti que de la quali. Clairement, on poste un truc, on répond vite fait à des commentaires, il y a des gens qui viennent, et puis on n'a pas créé une vraie relation, on va dire. Twitter, ça marche bien pour ça. Twitter, c'est vrai alors effectivement, quand on tweet, c'est beaucoup plus... c'est le monde entier qui peut voir, mais les gens qui répondent, etc., on peut créer plus une relation avec eux, et ça, c'est plutôt cool. On fait un petit peu de LinkedIn aussi, mais pareil, c'est très corpo, donc c'est surtout pour la marque employeur et montrer qu'on existe sur LinkedIn. Et puis sinon, ça va être des réseaux sociaux un peu à la... Enfin, Product Hunt, si on peut considérer ça comme un réseau social. Clairement, nous c'est notre premier canal d'acquisition, c'est Product Hunt, et d'où cette idée de shipper des produits tous les 2-3 mois. Product Hunt par Ryan Hoover. Par Ryan Hoover, exactement. Très actif sur Twitter. Très actif sur Twitter. Il y a d'ailleurs la directrice, je la connais pas personnellement, mais la Chief Design Officer, qui est une Française, qui s'appelle Julie aussi, qui est très active sur Twitter. De Product Hunt? Ouais. Ok. Mais non, mais clairement, ce genre de communauté, de toute façon, on est un produit communautaire et on veut viser des communautés. Ouais. Et un exemple tout bête, c'est la semaine dernière. J'étais jeudi avec Léopoldine, du coup, d'un podcast qui n'est pas encore sorti, mais qui va arriver, au BPI France Innogénération.
Et j'arrive vers 10h là-bas, et là j'ai mon portable qui commence à vibrer. En 5 secondes, j'avais eu 6 nouveaux utilisateurs. Je me dis, il se passe quelque chose. Et en fait, tout au long de la journée, on a eu 150 utilisateurs dans la journée. Et en fait, c'est un russe de Figma, qui est un outil de prototyping un peu à la sketch, a bien aimé ce qu'on fait et qui nous a mis sur un télégramme de designers où il y avait 19 000 personnes. Voilà, c'est exactement ce genre Et de... comment tu l'as su ça? Je l'ai su parce que j'avais 50 personnes qui s'étaient... Comment t'as su que c'est un russe qui t'a Ouais. mis sur un télégramme? Parce que vu à la 50e personne, et en plus il y a des gens qui nous parlaient sur le chat, très vite on leur a demandé, Ok. les gars, D'où vient ce flux, quoi. on a 40 Russes qui viennent de s'inscrire les 10 dernières minutes, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ok. Et du coup, non, ils nous en ont parlé. Mais c'est vraiment ça qu'on veut réussir à mettre en place le plus possible. Et c'est pour ça qu'on a besoin de comprendre un petit peu où est-ce que les designers vont se ressourcer, dans le sens à la fois ressourcer, mais aussi dans le sens aller chercher des sources. Trouver des nouvelles sources, trouver de Exactement. nouveaux éléments de travail, etc., Exactement, quoi. exactement. Et bah écoute, maintenant moi je rentre dans les petites questions bonus que je pose Ouais. à tous les entrepreneurs. C'est toi, comment tu surveilles ton marché, ce qui arrive, parce que voilà, vous aujourd'hui tu m'as dit que t'as pas vraiment de concurrent direct. Ouais, c'est vrai. Attention justement, est-ce que tu surveilles ça de près? Est-ce que ça arrive fort? Voilà, qui Alors, commence à s'y mettre, etc. Comment tu fais? Ma question c'est, tu fais de la veille, Ouais. comment? Qu'est-ce que tu as mis en place? Alors, on va dire que j'ai 3 niveaux de veille différents. La première, qui est très quali, c'est on est connecté avec des gens aux US. Ça peut être David Catieux, donc Delta Coche, qui s'occupe de la business, qui est notre mentor. Ça peut être d'autres personnes aux US ou dans d'autres pays qui, eux, ont des visions un peu d'insider et ils savent un petit peu ce qui se passe. Et eux, ils nous donnent des infos. Donc déjà, on a une veille, on va dire, pas du tout digitale, mais très Une veille relationnelle. en plein dedans, quoi. strat. Une veille Voilà. une veille strat directement au cœur du truc. C'est ça. Parce qu'effectivement, de toute façon, je pense qu'on est quasiment tous, j'ai pas d'exemple en tête, de contre-exemple plutôt en tête, mais on est quasiment tous les acteurs de la 3D sur le web, en train de se regarder, on sait qu'il se passe un truc, et si jamais effectivement le marché explose comme on a prévu, tout le monde va gagner. Donc si tu veux, on est dans une situation un peu marrante où on est en concurrence, oui, mais bon, il n'y a pas encore énormément de Une marché. veille donc grâce à toutes les parties prenantes C'est ça. de l'émulation de la 3D sur internet, donc effectivement archi quali. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas mieux placé Voilà, pour. c'est ça, ok. c'est ça. Donc ça, c'est le premier niveau. Après, je vais directement au troisième niveau parce que le deuxième niveau est un peu marrant. Troisième niveau, c'est juste, je suis sur Twitter. Alors moi, personnellement, je suis pas un tweetos, mais je suis un peu, je le fais avec la boîte et en fait j'aime bien, tu vois, parce que forcément du coup je suis devenu un passionné de la 3D et du code créatif et des choses comme ça. Donc sur Twitter, on voit passer pas mal de choses. Donc là c'est vraiment, tu as de la chance, t'as pas de chance, tu tombes sur le tweet. Et en fait, ma veille, on va dire hebdomadaire, de manière cadrée, c'est j'utilise un outil, mais je pense que personne n'utilise, c'est NetVibes. C'est un outil qui a été racheté par Dassault il y a quelques années. Mais en plus, je suis sûr qu'il y a plein d'outils hyper cool qui font pareil, mais c'est juste que je suis habitué à cet outil où je rentre des mots-clés et il va chercher tous les articles. Il y a Google qui propose ça aussi. Ouais, non, alors t'as la Google Alert, mais là, si tu veux, t'as une interface type dashboard où t'as vraiment toutes tes Google Alerts. Alors peut-être que Google là maintenant, si tu veux. Ça fait longtemps que je suis pas allé sur Google. Ouais, non, mais voilà, moi j'utilise du coup NetVibes. Je pense que la plateforme NetVibes n'a pas bougé depuis 4 ans. Je suis à peu près sûr que ce projet est mort et que je suis peut-être un des derniers utilisateurs en C'est France. totalement gratuit. C'est totalement gratuit. Alors à l'époque où c'était vraiment un truc important pour eux, ils avaient une partie gratuite qui faisait de la veille, et après si tu voulais mettre ce qu'ils appellent des potions, c'est-à-dire mettre vraiment un peu ce que fait Phantom Busters, mettre de l'automatisation mais de manière bien vénère, là c'était 100 000 € par an. Donc il y avait tu vois, Ça s'adressait aux grands groupes. c'est Dassault, hein, c'est Dassault. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça, je pense que particuliers ne connaissent pas forcément le service. Vu que oui, c'était non, pas la mais cible. je sais même pas comment je suis tombé dessus moi à la base. D'ailleurs, il faudrait que j'écoute ton podcast sur la veille parce que je pense que je suis pas très bon dans ma veille. Et après, j'utilise un peu Mention, mais c'est un peu cher. Pour le niveau de boîte où on est aujourd'hui, c'est un peu cher. Donc, c'est un outil que j'apprécie et je pense qu'on ira dessus à un moment. Mais on est un peu early stage pour l'instant. Après, la veille, elle peut être faite de différentes façons. Bien sûr. Le but, c'est toujours d'être au cœur de l'information le plus tôt possible pour voir les différentes opportunités, les différentes menaces,
les choses qui peuvent inspirer, donner des idées. C'est ça aussi la veille. C'est pas que surveiller, Bien sûr, bien avoir sûr, bien peur. sûr. C'est aussi, surtout, voilà, voir ce qui se fait, voir vers quoi on peut aller. Il y a Bah, ce côté concurrentiel, mais il y a aussi ce côté opportunité. Bah, tu dis avoir peur, nous un peu au contraire, hein, le jour où on a vraiment un concurrent direct qui débarque, etc., on fera la fête, hein, on sera hyper content. Parce Parce que qu'effectivement, ça va dynamiser le marché. évidemment, évidemment, évidemment. Ouais. Ça va dynamiser le marché, ça va enfin ça va. Il y a un terme pour ça, mais ça va, voilà, ça va dynamiser le marché, ça va pas. Ils vont vous aider, ils vont Bah, contribuer bien sûr, à bien ramener le sûr. web vers la 3D. Puis voilà, ils vont nous aider à évangéliser, on va un petit peu voir nos positions différentes. Il y a quelques... dans les concurrents, un dont j'ai pas parlé, qui me semble quand même assez, on va dire, intéressant, c'est Adobe, qui a sorti justement il y a quelques temps, qui a sorti Adobe Dimension, qui effectivement du coup est un outil qui est à mi-chemin entre ce qu'on fait et Photoshop, si tu veux. Et du coup, on est hyper content de voir des outils comme ça. Et du coup, la deuxième chose que j'aime bien demander en question bonus à la fin des podcasts, c'est, bon, toi on a compris, tu nous as expliqué un peu ton expérience avant d'entrepreneur, tu étais un peu dans ce milieu startup, TPE, PME, donc t'es pas passé du blanc au noir d'un coup, mais est-ce que tu avais des a priori, un ressenti sur l'entrepreneuriat, des choses voilà, que tu appréhendais avant d'être entrepreneur, avant de te consacrer en full time du temps, de l'énergie, de l'argent surtout à l'entrepreneuriat, et aujourd'hui finalement vu que tu le vis depuis plus d'un an, est-ce que tu vois les différences, est-ce que tu as des choses à dire, pas des conseils, mais est-ce que tu voilà. Bah, non mais je comprends très bien ta question. Effectivement, tu vois, comme tu dis, je suis pas un outsider. J'ai vu le monde de la startup avant de me lancer, mais quand même en ayant les pieds dedans, j'avais tendance un peu à sacraliser ça, à me dire waouh, tu vois, créer une startup, entrepreneur, waouh, tu vois. Et en fait, au final, et ça s'est ressenti aussi, quand j'ai quitté Salesforce, tout le monde m'a dit mais c'est méga courageux, pourtant t'es posé dans une boîte, ça se passe bien et tout. Et en fait, ça s'est fait vraiment naturellement dans le sens où déjà, un entrepreneur n'est pas un fou. Jamais. C'est quelqu'un de sensé qui, du coup, fait son calcul coût-avantage. Je pense pas qu'effectivement, ce soit une bonne idée d'entreprendre en mettant toute sa vie sur le tapis, sinon très vite on est plus très serein. Et de toute façon, aujourd'hui la question se pose plus, mais il y a quelques années peut-être plus, un entrepreneur qui a un échec, c'est une denrée extrêmement rare que toutes les boîtes essayent de recruter. Donc la notion de risque en entrepreneuriat est à relativiser. Et ensuite, effectivement, de ce côté de désacraliser l'entrepreneuriat, c'est vrai qu'au final, moi au tout départ, je me souviendrai toujours la première fois, du coup le premier jour où ça faisait quelques temps du coup qu'on bossait à distance avec Valentin, et je arrive à Paris, je fais mon déménagement, le lendemain je vais chez lui, et là vraiment j'entre dans le salon, et vraiment c'était l'inconnu, quoi. Je me dis ok, maintenant ça y est, tu vois, j'y suis, qu'est-ce qui se passe? Et au final pas grand chose, au départ, ça ressemble à un projet étudiant parce qu'au final, t'es deux, t'as aucun client, tu peux faire ce que tu veux. Un projet étudiant qui te passionne quand même pas mal, hein, clairement. Qui te prend un peu plus de temps qu'un projet étudiant. Qui te prend un peu plus de temps qu'un projet étudiant, ça c'est sûr. Mais du coup, effectivement, pas grand-chose. Et c'est en fait, d'un côté, il y a des aspects où c'est vraiment un job normal, mais un job normal qui a du sens en fait, où tu te poses pas la question, t'es pas dans le salariat, où tu qui prend beaucoup plus à cœur justement. Qui prend beaucoup plus à cœur. Prend beaucoup plus à cœur, ouais, c'est clair. Et pour moi en fait, la seule, on va dire, la seule chose dont tu as besoin pour monter une boîte, c'est d'être passionné. Pas forcément d'être passionné sur ce en quoi tu vas créer, parce que bon, à la base je suis pas passionné par la 3D, c'est pas quelque chose c'est venu avec le temps, etc. Mais c'est d'être passionné et d'être dans cette espèce de quête de sens, de pourquoi je me lève le matin et qu'est-ce qui me chauffe. Et du coup, je pense qu'il faut bien se poser la question d'avoir des bonnes raisons pour lancer sa boîte. Je dis pas qu'il y en a des bonnes et des mauvaises, mais pour soi, il y en a des bonnes et des mauvaises. Je pense qu'il y en a des mauvaises, hein. L'argent n'est pas une bonne motivation, en tout cas. Sinon, vous allez être déçus. Vous allez être déçus, clairement, vous allez être déçus. La réussite, c'est assez comparable, je pense, à un art. Je pense que tu te lances dans la musique par passion, tu te lances pas dans la musique pour être connu, sinon tu vas pas durer longtemps. Là c'est pareil, tu vois, je suis un musicien, ma guitare c'est ma boîte, enfin mon groupe c'est ma boîte, et il y a quand même 99% de chances que ça marche pas,
même si on fait la boîte Ou que l'outil ça le marche plus- un certain temps Voilà. et que le confort s'évade. C'est ça, c'est ça. Donc c'est exactement pareil. Donc faites-le par passion, faites-le pour des bonnes raisons. Et exactement la même chose. Enfin, quand vous écoutez un artiste à la radio et vous dites ah c'est incroyable, etc. Bah c'est incroyable, mais allez-y, faites de la musique vous et donnez-vous les moyens et vous verrez en fait le chemin entre quelqu'un qui passe sur énergie et vous, si vous êtes passionné de musique, bah en fait il peut être très très court. Bah c'est exactement pareil en entrepreneuriat. Ne sacralisez pas trop la chose. Le chemin entre vous et le prochain Steve Jobs, il est beaucoup plus court que ce que vous le pensez. C'est juste du travail et de la motivation. C'est du travail, de la motivation, beaucoup de chance, hein, forcément, beaucoup de chance, beaucoup de... Les planètes qui s'alignent. Exactement. Mais pour que... Enfin, les planètes, elles s'alignent, je pense, un peu pour tout le monde à un moment. Mais c'est vrai que si, du coup, on n'a pas travaillé et qu'on attend vraiment que ça nous tombe dessus, bah... Elles s'alignent quand on les pousse avec les deux bras pour les aligner. Sinon, elles s'alignent jamais, en fait. C'est ça. Si on se met pas nous-mêmes de bonnes ondes, de bonnes intentions dans ce qu'on fait, bah, elles viendront pas toutes seules. C'est clair. Ça, c'est sûr et certain. Donc, quête de sens, plus beaucoup de chômage, plus vouloir travailler avec passion. L'entrepreneuriat, ça correspond à beaucoup de gens, mais faut être passionné et aimer travailler, c'est sûr. Bah écoute Nicolas, moi je te remercie en tout cas d'avoir fait ce podcast, d'avoir accepté ce podcast, avec plaisir. Ce podcast et de m'avoir accueilli à Station F. C'était très intéressant, c'était très pertinent, vraiment. Merci, tes questions étaient hyper intéressantes aussi. Je te remercie vraiment. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat, ou même si vous êtes vous-même entrepreneur, à le relayer à votre réseau. À suivre bien sûr Naker, bah voilà, sur Facebook, sur LinkedIn. On a même une chaîne YouTube avec nos tutos. Voilà, allez voir leur site internet naker.io. Et aussi bien sûr à suivre Two Step sur Facebook, sur YouTube et sur les plateformes de streaming, toutes Apple Podcast, Spotify, etc. À laisser 5 belles étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez apprécié l'épisode. Et voilà Nicolas, bah, moi je te remercie encore. Allez suivre Naker, allez voir si vous avez un site internet pour que ce soit dynamiser une page particulière, même une div, une petite section sur votre site. Tout est faisable, aussi petite ou une page entière, ou même faire un formulaire. Voilà, il y a plein de features et encore plus, tu nous l'as dit, qui vont arriver. Bah, écoute, merci à vous d'avoir écouté l'épisode et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.